Bonjour à tous. Donc avec moi ce matin, il y a ma collègue Maëlys qui va s'occuper de la modération, qui répondra à vos questions ou qui me les transmettra si besoin. On fera Bonjour les à questions de tous. toute façon à la fin. Mais Maëlys, voilà, à l'Institut pour la communication. On va peut-être commencer doucement. De toute façon, on mettra bien le replay en ligne dès cet après-midi. Donc voilà, si besoin, si les personnes ont raté le début, il y aura tout qui peut être consulté en ligne. Donc merci de vous être connectés ce matin. Petit webinaire sur les GEMA 2026, comme chaque année, on fait un point sur la manière de s'inscrire pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise ou qui ont des questions techniques sur le formulaire d'inscription. Donc moi, je suis Lucille Bard, je suis la chef de projet des Journées européennes des métiers d'art, si on ne se connaît pas encore. Enchantée. Est-ce que vous m'entendez? Je vois un commentaire qui dit que qu'on n'entend pas. Maëlys, est-ce que oui, toi tu m'entends? Moi j'entends, pas de souci. Ok, Peut-être que c'est un problème de périphérique extérieur sur l'ordinateur. ok, je vois des petits pouces. Bon, alors le monsieur qui n'entend pas a peut-être un problème de son sur son ordinateur. Très bien. Alors, ah oui, pour la technique, pour information, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet qui s'appelle Q&A, question and answer. Comme ça, c'est plus pratique pour la modération de notre côté. Et comme ça, on garde le chat plus pour des commentaires et pas vraiment pour des questions. Et ça nous permettra de répondre aux questions à la fin. Voilà, et Maëlys vous répondra sur les sujets auxquels elle peut répondre au fur et à mesure. Comme ça permettra d'avoir que quelques questions à la fin, ou en tout cas des questions précises sur des cas concrets. On va démarrer doucement. Alors, je voulais vous faire quand même une petite introduction rapide avant de passer à la manière de s'inscrire concrètement. Vous verrez, je vais projeter mon écran tout à l'heure et je ferai comme une inscription, comme si j'étais une professionnelle pour montrer comment on fait un événement sur la plateforme. Mais d'abord, quelques petits rappels, quelques informations sur cette édition de cette année. Donc, les Journées européennes des métiers d'art, comme vous le savez sûrement, sont un événement qui a été créé par l'Institut pour les savoir-faire français, donc qui est notre association pour laquelle on travaille, n'est-ce pas? Donc, qui est une association non gouvernementale, une association loi 1901 qui a été fondée en 1889 et qui est reconnue d'utilité publique. Donc voilà, on a eu plusieurs noms à travers le temps. On a commencé par s'appeler Société d'encouragement aux arts et à l'industrie. Maintenant, on s'appelle l'Institut pour les savoirs français. On a été l'Institut national des métiers d'art, la CEMA également. Voilà, c'est différents noms et acronymes que vous avez peut-être connus par le passé, mais notre structure reste la même et notre but aussi, c'est-à-dire qu'on travaille pour les métiers d'art et les savoir-faire. En France, et d'ailleurs à l'international aussi, hein, puisque les Journées européennes des métiers d'art sont européennes. Mais voilà, on a de nombreuses actions. L'idée, c'est de promouvoir les métiers d'art et les aider et plaider au niveau de l'État aussi. Et pour ça, on a différents programmes. Donc, vous connaissez peut-être le prix Avenir Métiers d'Art. On gère aussi le dispositif Maître d'art élève, qui est un dispositif du ministère de la Culture qu'on gère pour eux. On a lancé Perdurare, qui est un dispositif aussi sur les savoir-faire rares. On publie un certain nombre d'études dans l'année. Je vous invite à aller consulter sur notre site, notamment l'étude des éclaireurs qui est sortie il y a un an sur le poids économique des métiers d'art en France, qui a vraiment renouvelé les chiffres qu'on avait sur le secteur. Donc, il y a vraiment des données très intéressantes. On fait un certain nombre d'actions pédagogiques aussi, et on a par exemple des dossiers pour les professeurs pour parler des métiers d'art en classe. On fait évidemment les GEMA. Et voilà, c'est que quelques points, c'est pas une liste exhaustive, mais je vous encourage à aller visiter le site de l'Institut si ça vous intéresse. Il y a aussi un annuaire sur lequel vous pouvez vous inscrire, un annuaire des métiers d'art, et une rubrique petites annonces, ce qui peuvent être assez pratiques. Enfin, c'est des petites annonces gratuites tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à vous en servir. C'est assez utile. Et c'est vraiment une ressource qui est mise à disposition, de même que l'annuaire. Donc voilà, je vous invite à utiliser tout ça. Les Journées européennes des métiers d'art, donc elles ont été créées en 2002 par l'Institut et on les pilote depuis, on les coordonne. Leur but, c'est de faire découvrir au grand public les métiers d'art et elles se déroulent tous les ans en France et en Europe au début du printemps.
Donc le plus souvent, on est sur la première semaine d'avril. Ça peut bouger un petit peu selon les dates de Pâques et des vacances scolaires. On essaye de naviguer un petit peu à travers ces obstacles-là, disons. Mais voilà, on essaye de jamais tomber sur le lundi de Pâques parce qu'on sait que Pâques est très suivi, disons, surtout à travers l'Europe. Et que donc il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils sont en famille. En revanche, les vacances scolaires, on sait que parfois ça tombe sur certaines régions. On essaye de s'en accommoder parce que bah, déjà, on n'est pas les seuls, il y a aussi l'Europe. Et puis, voilà, selon les années, ça va changer. On peut toujours avoir des familles pendant les vacances. Donc, ça n'empêche pas forcément la tenue de l'événement. Cette année, ce sera la 20e édition des GEMA. Donc, c'est une édition anniversaire. Euh, et je tenais à rappeler aussi que la marque des GEMA, comme c'est un événement qui est privé, qui n'est pas public, c'est pas comme la fête de la musique, par exemple. Donc, c'est une marque déposée. On ne peut pas utiliser le nom ou les logos ou les visuels GEMA en dehors du cadre de cet événement et donc en dehors du règlement qui en découle. Un petit retour très rapide sur les GEMA 2025. Je vous ai remis quelques chiffres bilan pour avoir un peu en tête, disons, les dimensions que l'événement peut prendre. Donc l'année dernière, à travers l'Europe, on a eu quasiment 7500 événements avec 26 pays participants et qui ont attiré 1,7 million de visites. Donc de beaux chiffres. On a eu à peu près 200 000 visites effectuées par des moins de 26 ans en France. Là, on est sur des chiffres français. Donc on a pas mal de visiteurs jeunes. C'est pour ça aussi qu'on insiste toujours sur le jeune public et proposer des activités pour le jeune public parce qu'on sait que les familles cherchent en fait des événements et des activités à faire. Donc c'est toujours une bonne piste. Il y a aussi de bonnes retombées médias, puisqu'il y a eu 3 millions d'euros d'équivalent publicitaire. C'est tout ce qu'on n'a pas eu besoin de payer comme pub, en fait, et qu'on a eu gracieusement parce qu'on a eu des articles, parce que la presse se saisit de l'événement. Pour vous, c'est aussi une opportunité commerciale. Il y a 31% des participants qui ont vendu des choses en 2025 et 43% qui ont pris des contacts pour la suite, pour peut-être faire des commandes, des choses personnalisées, des projets ultérieurs. Voilà, ça c'est juste quelques chiffres rapides. Je vous invite à aller voir le bilan des GEMA 2025 qui est en ligne si ça vous intéresse. Vous le trouverez dans l'onglet presse notamment, mais aussi à différents endroits du site. En 2026, donc ça se tiendra du 7 au 12 avril sur la thématique Cœurs à l'ouvrage. L'idée, c'est de parler un peu du collectif, des territoires, du dynamisme rural. Après, la thématique, pour nous, c'est un angle qu'on va utiliser dans la communication beaucoup auprès de la presse et des journalistes pour renouveler un peu ce qu'on raconte chaque année. Pour vous, ça peut inspirer des programmations, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation de coller à la thématique pour votre événement. Donc voilà, sachez que c'est plutôt pour nous. Forcément, c'est la 20e édition. On dit un peu tous les ans pareil, donc on aime bien avoir une thématique pour renouveler un peu le discours, apporter des angles assez thématiques sur les métiers d'art. Ça nous permet voilà, d'attirer l'attention sur différents aspects de ces métiers. L'intérêt pour vous de participer, c'est de créer la rencontre entre vous, votre savoir-faire et votre public. Donc peut-être de faire découvrir votre métier, partager votre passion, d'aller chercher un nouveau public, d'éveiller des curiosités, de susciter des vocations aussi. Ça, on sait que c'est vraiment un aspect important, mais qui n'est pas le seul non plus, parce que tous les visiteurs ne vont pas devenir un professionnel des métiers d'art. Maintenant, on peut éveiller à ce que c'est le beau, le bien fait, le temps long de la création, le fait de sourcer localement des ressources, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut valoriser et qui vont vous permettre peut-être de faire des ventes, mais aussi ne serait-ce que d'éveiller un peu les consciences, voilà, une personne après une autre. Et pour le type de programmation qu'on peut proposer, donc vous le savez, si vous êtes un professionnel, vous pouvez ouvrir les portes de votre atelier en invitant ou pas d'autres personnes, d'autres professionnels. Vous pouvez aussi être un établissement de formation qui ouvre ses portes. Et puis, il y a toute la catégorie des manifestations collectives. Donc, ça va être une exposition, un salon, un marché, un circuit dans une ville, disons, entre différents points, soit patrimoniaux, soit des ateliers. Ça peut être un atelier d'initiation qui est fait avec différentes programmations. Alors là, ça peut être plein de choses différentes. Et il y a la catégorie des rendez-vous d'exception qui est un peu à part, qui là va être une programmation un peu plus sur mesure dans des lieux qui ne peuvent pas ouvrir le reste de l'année, ou en tout cas enfin, voilà, qui ne sont pas ouverts au public. Et donc on va avoir un peu des visites, disons, sur mesure de lieux vraiment emblématiques du patrimoine ou enfin, par exemple ça peut être des maisons de luxe qui n'ouvrent pas du tout d'habitude ou alors les coulisses d'un théâtre avec l'atelier des costumes, ça peut être un chantier de restauration d'une église qui du coup n'est pas ouvert au public par définition mais qui là va faire une visite du chantier de restauration, enfin voilà, ça va être un peu ce genre de choses
qui est plus exceptionnel dans le sens rare, peu accessible d'habitude. Et donc là, on travaille en direct avec les porteurs d'événements pour faire quelque chose de vraiment adapté à leurs besoins. Pour les GEMA 2026, donc si on doit un peu récapituler de manière globale comment participer, pardon. Donc d'abord, il faut que vous réfléchissiez à votre programmation. Quels sont vos objectifs? Pour ça, quels sont les publics que vous ciblez? Est-ce que vous voulez, je sais pas, attirer des familles parce que les parents vous intéressent et que vous voulez parler à des enfants et du coup vous proposez des choses pour les petits en définissant une cible? Si c'est le cas, je vous invite d'ailleurs à aller voir. On a fait un super webinaire sur le jeune public et le replay est accessible sur le site des GEMA. En fait, tous les replays de webinaires, il y a une actualité webinaire sur le site des GEMA. Donc, je vous invite à aller la consulter. Je mets les replays à chaque fois. Donc, voilà, vous en avez peut-être raté qu'on a fait à l'automne, notamment sur l'accessibilité et sur le jeune public. Et voilà, il y a vraiment des bonnes pratiques à prendre et des conseils vraiment pratico-pratiques sur comment définir aussi les cibles selon les âges, etc. Parenthèse fermée, pardon, je reviens à ce que je disais. Donc voilà, l'idée c'est de définir ses objectifs et le public qu'on souhaite avoir, et en fonction de ça, de définir votre programmation pour que ce soit pertinent et que ça fonctionne avec votre envie. Vous pouvez évidemment impliquer différents acteurs pour réunir un peu, par exemple, si votre mairie a envie de s'impliquer, s'il y a d'autres professionnels, une association, un lycée, un établissement de formation. Plus on est de fous, plus on brille, plus on est nombreux, forcément, plus on va avoir une force de frappe importante pour attirer du monde, pour la communication. Mais après, c'est pas du tout obligatoire, hein. Il y a plein de professionnels qui souhaitent participer seuls et c'est très chouette aussi parce que c'est pas forcément le même type d'événement et le public va pas avoir la même interaction avec vous. Donc ça peut aussi être très chouette. N'hésitez pas à contacter votre coordination régionale. Je vous ai remis le lien. Vous trouvez tous les contacts sur le site des GEMA et également le règlement des GEMA qui est en ligne. Ça, c'est une bonne ressource. Alors, ça peut paraître un peu, pas forcément rigolo d'aller lire un règlement, mais on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus clair possible. Et en général, ça répond quand même à toutes les questions un peu précises. Si vous avez encore des questions, évidemment, vous pouvez nous contacter. J'ai mis l'adresse contact un peu plus loin. Le deuxième temps, une fois que vous avez un peu défini, voilà, que vous avez tout en tête, comment ça fonctionne, ce que vous voulez faire, le deuxième temps, ça va être forcément de s'inscrire sur la plateforme. Donc pour ça, je vais vous montrer après, évidemment, mais vous allez sur le site, vous remplissez votre candidature avant le 31 janvier, ou maximum le 31 janvier. En tout cas, ça ferme à 23h59 à la fin de la journée du 31 janvier. Et ça se passe en deux temps, vous verrez tout à l'heure. On remplit d'abord son profil pour définir qui on est, si on est un professionnel, un établissement de formation ou un porteur d'une manifestation collective. Et ensuite, on remplit son événement qui va du coup avoir des choses qui changent, notamment les horaires selon le profil. Donc, je vous les ai remis là. Les professionnels, on demande de participer le week-end puisque c'est là qu'il y a le public hein, qui se déplace forcément. Donc, c'est un peu la logique de participer donc de 10h à 18h. Pour les manifestations collectives, le week-end aussi, mais sur horaire libre. Et les établissements de formation, horaire libre, jour libre, puisqu'on est plus sur des lycées, enfin, voilà, des lycées pro ou des établissements de formation au métier d'art. Donc, on sait que c'est un peu différent, en tout cas, de participer le week-end. Évidemment, ce sont des horaires disons, c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'on vous demande. Si vous avez besoin qu'on fasse une exception, qu'on vienne décocher une case, par exemple, parce que vous ne pouvez pas décocher vous-même le dimanche, s'il y a une bonne raison, vous pouvez nous écrire un mail et on regarde ensemble pour décocher. Oui, pardon, j'ai fait une coquille sur les dates. Effectivement, je vous repasser un commentaire. J'ai copié le paragraphe de l'année dernière. Excusez-moi, c'est pas samedi 6, c'est dimanche 7. On est bien sur le 11 et le 12 avril. Autant pour moi, je corrigerai ma présentation pour la mettre en ligne tout à l'heure. Samedi 11 et dimanche 12 avril. Merci de votre vigilance. Ensuite, nous, on vient modérer les fiches, on les valide et elles seront en ligne à partir de la mi-février. La cartographie sera publiée sur le site avec la programmation. Et les rendez-vous d'exception sont mis en ligne un peu plus tard, le 17 mars, pour qu'on ait le temps de communiquer dessus dans la presse. Le dernier temps de l'inscription, c'est de régler les frais de candidature. Donc, vous verrez, une fois que vous êtes inscrit, il y a un paiement par carte bleue qui s'opère comme quand on achète un produit, il y a un petit panier en fait. Et donc, c'est 15 euros TTC pour les professionnels qui ouvrent leur atelier et ils peuvent inviter jusqu'à deux personnes en plus d'eux, ce qui fait trois professionnels en tout.
Ensuite, c'est 60 € pour les manifestations collectives ou les ateliers qui invitent 3 personnes et plus, donc où il y a 4 professionnels en tout, et 25 € pour les établissements de formation. Et dernière petite chose dont je voulais vous parler au début de ce webinaire, c'est les bonnes pratiques communication. Alors, on le répète, c'est un peu des bases, disons, mais voilà, ça fait jamais de mal de se le redire. C'est bien d'avoir une communication qui permette de vous identifier comme étant dans l'événement. Évidemment, nous, on va communiquer au niveau national. Évidemment, les coordinations régionales vont le faire aussi au niveau régional. Mais voilà, ça fait jamais de mal de vous mettre une affiche aussi sur votre porte d'atelier, par exemple. Si vous avez un commerce, un office de tourisme, une mairie qui est plutôt impliquée dans les métiers d'art, c'est toujours mieux, voilà, plus on a d'affiches ou plus on communique, forcément, plus on va faire parler de son événement. Donc, vous pourrez utiliser le kit de communication qui n'est pas encore disponible, mais qui sera dans les mails quand on validera les candidatures. Et voilà, d'utiliser les fichiers pour les réseaux sociaux, pour imprimer une affiche, pour une signature de mail, par exemple. Enfin, vous verrez, il y a tout plein de ressources que vous pouvez aller utiliser. Et d'ailleurs, l'affiche sera personnalisable pour mettre votre photo à vous dans la bulle à la place là, de la photo qu'on voit sur l'affiche de base. Vous pouvez rester informé évidemment en nous suivant sur les réseaux sociaux, en allant régulièrement sur le site. Dans les actualités, c'est moi qui les mets en ligne. Donc voilà, c'est à jour, il y a des informations régulièrement. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter. Il y a 2 newsletters que je vous encourage à suivre. Il y a celle des GEMA, donc sur le site des GEMA, vous verrez, il y a le formulaire. Ça doit être en bas de la page candidature, je pense. Donc, vous pouvez mettre votre mail pour la recevoir. Et puis, il y a aussi la newsletter de l'Institut que Maëlys s'occupe d'envoyer tous les mois. Et donc, vous avez aussi le formulaire pour vous inscrire à la newsletter de l'Institut pour les savoir-faire français. Je crois aussi sur le site des GEMA, mais sinon, allez sur le site de l'Institut et vous la trouverez facilement. Voilà. Sans beaucoup plus de transition, voilà, je vous mets là le mail contact des GEMA si besoin. Et puis, je vais partager mon écran pour vous montrer comment on s'inscrit. Je vais faire comme si, enfin voilà, l'exercice pratique comme si j'étais une participante au GEMA. Alors, petite pause technique pour que je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, je vois un pouce. Merci. Alors, donc là, je suis sur le site des Journées européennes des métiers d'art, d'accord? Donc, journéesdesmétiers-d'art.fr. Donc là, les actualités, c'est là-dedans que vous trouvez plein d'informations. Quand vous êtes sur l'accueil, vous pouvez aller directement dans l'onglet candidature, ici, en haut à droite. Et vous avez tout de suite le bouton Je candidate pour aller vous inscrire. Je vous encourage d'abord évidemment à lire un peu tout ce qu'on vous écrit, hein. On récapitule un peu ce qu'il vous faut. Il y a notamment un peu plus bas sur la page tout ce qui vous sera demandé dans la candidature, donc ça peut vous permettre de préparer vos informations en amont. Et il y a aussi une foire aux questions que je vous invite à consulter si vous avez des interrogations parce que j'ai pris le temps de voilà, lister un peu tous les sujets qu'il peut y avoir. Ça évite parfois de nous écrire un mail parce que j'ai répondu un peu à toutes les questions type, disons. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la consulter, il y a beaucoup d'informations. C'est une des actualités, en fait. Et bah voilà, il est là le formulaire pour s'inscrire à la newsletter, il est en bas de la page. Donc ça, c'est la newsletter des GEMA. Et j'ai pas mis la newsletter de l'Institut, mais vous la trouverez sur le site de l'Institut. Donc, je reviens tout en haut de la page. J'ai pris connaissance du règlement, des conditions de participation, je sais ce que je veux faire, etc. Donc, je clique sur Je candidate. Ça m'amène sur cette page. Donc ici, si vous avez déjà participé une autre année, vous avez déjà un compte. Donc vous pouvez vous connecter, sinon vous pouvez en créer un sans problème. Et ensuite, ce compte, il reste actif. Donc voilà. Moi, j'ai déjà un compte. Je me reconnecte. Donc, quand on a déjà un compte, on arrive ici. Donc, j'ai pas encore créé d'événement cette année. Mais comme j'avais déjà un compte, c'est un peu différent de si je m'en crée un, parce que mon profil candidature est déjà rempli. Si vous créez votre compte pour la première fois, ça va vous demander de remplir ce profil candidature en premier avant de faire quoi que ce soit.
Donc je vous montre, moi c'est déjà rempli, j'ai un peu mis n'importe quoi, c'est pas des vraies informations, mais c'est voilà, c'était pour faire des tests quand on faisait le site. Donc vous choisissez ici soit professionnel, soit manifestation collective, soit établissement de formation, selon qui vous êtes. On a bien remis à chaque fois la définition. Si vous avez un doute, voilà, est-ce que je suis un professionnel ou est-ce que je suis une manifestation? En fait, vous pouvez être un professionnel qui invite plusieurs personnes dans son atelier. Ça ne devient pas forcément une manifestation collective si vous êtes dans un atelier. Disons que c'est plutôt manifestation collective, ça va être quand on est hors les murs, si on est dans un château, dans une salle polyvalente, en extérieur si c'est un marché, enfin voilà, ça peut être plein de typologies d'événements, mais on va être plutôt sur un porteur de projet au sens où ça va être peut-être une ville qui organise l'événement ou un musée, mais pas un professionnel des métiers d'art qui est dans son atelier. Donc, je vous montre les différents profils. Si je suis un professionnel, donc je remplis bien mon nom, mon prénom, ma date de naissance. En gros, toutes les informations de contact pour définir qui je suis. Donc, j'ai mis fonction, là, ça va être votre métier, évidemment. Moi, j'ai mis chef de projet. Comment s'appelle votre atelier ou en tout cas votre entreprise, puisque les GEMA, on n'est que sur des professionnels hein, des métiers d'art. Il n'y a pas de personnes qui ont ça comme hobby. On est sur une activité principale ou alors si vous avez une activité pour un complément de revenu, évidemment, aucun problème. Mais voilà, c'est des professionnels, donc il y a un intitulé de structure et un certain nombre d'informations, notamment le SIRET, pour qu'on puisse bien vérifier que vous faites partie des métiers d'art et qu'il n'y a pas de problème. On a parfois des confusions avec tout ce qui va être du domaine de l'art. Euh, Par exemple, on peut avoir des peintres plasticiens qui sont en galerie, qui font des toiles, ce qui ne va pas être considéré comme métier d'art, à l'inverse d'un peintre en décor qui, lui, va faire des faux marbres, etc. De la patine, ce genre de choses. Bon, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais voilà, on essaye de bien vérifier que les personnes ont bien compris le spectre des métiers d'art et parfois ça évite un peu les confusions pour que derrière ce soit clair pour le public. Donc là, voilà, vous rentrez vos informations, la taille de votre structure, le chiffre d'affaires n'est pas obligatoire, si vous souhaitez nous le donner. Nous, ça nous permet en fait d'avoir des informations et de pouvoir mieux comprendre aussi les personnes à qui on s'adresse et pour qui on travaille. Maintenant, voilà, si vous ne souhaitez pas le mettre, il n'y a pas d'obligation. Donc site web, adresse, code postal, jusque-là, rien de compliqué. On vous demande votre statut. Pareil, ça nous permet de comprendre à qui on s'adresse et d'avoir un peu des données sur les participants des GEMA. Étant entendu qu'on respecte bien sûr les règles RGPD, hein, donc vos données sont sécurisées déjà de 1 et puis on ne les transmet pas. Moi, je ne vais pas m'amuser à aller donner vos informations ou à les utiliser pour quoi que ce soit. Ça va plus être pour le bilan, par exemple, des GEMA pour des choses comme ça, mais voilà, ça reste vraiment des données en interne et au bout de quelques années, on les supprime conformément à la loi RGPD. Si vous avez des titres, des labels, si vous êtes adhérent, enfin, il y a différentes propositions qu'on vous fait ici alors, il y a des choses qui vont peut-être apparaître, par exemple, les meilleurs ouvriers de France vont apparaître sur la cartographie. Tout n'apparaîtra pas parce que ça ferait beaucoup, beaucoup de filtres sur la carte, mais c'est pareil, ça peut être pratique pour nous de le savoir. Parce que parfois, peut-être que le reste de l'année, on va aller chercher une information. Si je cherche un professionnel d'un métier spécifique, je vais aller chercher dans la base des GEMA. Mais voilà. Et ensuite, on arrive à la partie où vous mettez un métier d'art. Je vais en ajouter un autre pour vous montrer. Donc là, je dois sélectionner d'abord le domaine. Si vous avez un doute, vous pouvez aller sur le site de l'Institut dans la liste des métiers d'art, mais on l'a même remise ici, vous voyez. Donc là, si je clique ici, ça m'ouvre la liste des métiers d'art et je peux aller vérifier en téléchargeant la liste ou en me baladant selon les domaines. Si je ne sais plus dans quel domaine mon métier est rangé, voilà, j'ai les métiers, j'ai les définitions quand je clique dessus. Si vous avez un doute, je sais que parfois il y a certains métiers qui sont plus ou moins évidents à trouver. Donc voilà, peut-être que moi, je suis dans le domaine du métal, hop, et je suis ciseleur en plus d'être bijoutière et de faire de la restauration de sculpture, pardon. Donc voilà, et puis si vous avez besoin d'en enlever un, revenir sur sélectionner, mais je pense que ce ne sera pas forcément un problème. Hop, on met n'importe quoi. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un métier qui s'appelle autre métier relevant des EPV, tout en bas, autre domaine. Là, c'est vraiment parce que les entreprises du patrimoine vivant peuvent participer au GEMA, même celles qui ont des savoir-faire connexes
à la liste des métiers d'art. Donc, on va avoir par exemple une entreprise qui fait des matelas faits en France qui participe. Donc, a priori, vous vous dites, c'est pas forcément métier d'art, mais il y a des savoir-faire qui vont être de l'ordre de, enfin, j'ai plus le terme, mais enfin voilà, il y a des choses de matelassage et des savoir-faire en tapisserie, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, il y a des savoir-faire proches ou par exemple des personnes qui fabriquent des tonneliers, donc on va avoir des savoir-faire assez proches. Donc dans ces cas-là, on accepte qu'ils participent au GEMA. Donc eux mettent cette case-là. Mais vous, si vous êtes un professionnel des métiers d'art, enfin, c'est pas une case autre pour mettre tout et n'importe quoi. Et nous, on va bien venir vérifier d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît, ne cochez pas ça juste pour faire une case joker. Ça n'est pas une case joker. Donc voilà, où il faut vraiment aller chercher votre métier. Hop, on certifie qu'on pratique ce métier en activité principale. Ça, vous nous dites si vous êtes disposé ou pas à à intervenir en milieu scolaire. C'est pas une obligation. Ça veut pas dire forcément qu'il y a des scolaires qui vont venir à votre événement. Mais sur la carte, ça permet de faire un filtre quand il y a des professeurs qui cherchent des événements. Ça permet qu'ils vous trouvent plus facilement. Donc ça peut vraiment aider à ce qu'il y ait des choses qui se passent. Et sinon, ça peut nous être utile à nous au sein de l'Institut le reste de l'année quand on a des événements jeunes publics et qu'on cherche des pros à contacter. Bah voilà, on peut aller chercher aussi par le biais de ce filtre. Maintenant, si vous n'avez pas envie, vous ne le cochez pas et il n'y a aucune obligation. Ici, vous avez à nouveau le règlement si besoin de le consulter. Et on enregistre son profil. Ça, c'était pour le profil professionnel. Peut-être je reviens rapidement sur les autres profils aussi, parce qu'il y a des petites différences. Par exemple, si je suis un porteur de manifestation, donc une institution, une structure culturelle, une collectivité territoriale, une association, etc. La différence, c'est que tout le début est pareil. Et au lieu du statut et des titres et labels, vous avez une catégorie qui s'appelle structure porteuse qui vous permet de dire, bah voilà, moi, je travaille pour un musée, je suis chef de projet dans un musée et je porte un événement où on va inviter un professionnel des métiers d'art qui va faire une visite à deux voix avec notre guide et qui va expliquer les collections du musée à travers le prisme métier d'art, par exemple, de la restauration de peinture. Ça peut être un événement. Donc voilà, je coche que je suis un musée, mais une manifestation peut aussi être portée par des fédérations, ou même ça peut être un pro qui appartient à une fédération, même si c'est pas la fédération qui fait l'événement, mais voilà, ça peut permettre de nous dire un peu de quel réseau vous faites partie. Voilà, c'est un peu la seule différence quand on a une manifestation. Et si on était un établissement de formation, eh bien, c'est encore plus simple. Il n'y a que la première partie et vous n'avez pas ces deux catégories, donc des titres et labels ou de la structure porteuse. Voilà. Je vais rester sur le profil professionnel parce que je soupçonne que vous êtes plus de professionnels que d'autres typologies de participants ce matin, mais ça n'empêchera pas de répondre à toutes les questions si besoin. Donc voilà, j'ai enregistré mon profil. Là, j'arrive dans mes événements. Donc là, je vous propose de créer un événement directement puisque l'onglet identifiant, c'est pour changer vos mots de passe si vous avez besoin. Et l'onglet commandes et factures, c'est par rapport au paiement et donc à la facture qui en découle. Donc pour l'instant, il ne va rien avoir d'intéressant dedans. Mais donc je suis là et je clique sur créer un événement. Et donc toute la partie profil, dites-vous bien qu'elle n'apparaît pas auprès du public, c'est plus pour renseigner votre profil, donc, qui vous aide pour que nous, on sache et qu'on ait des informations si besoin. Ce qui va apparaître au public sur la carte des GEMA quand on sera en ligne sur le site, c'est bien toute cette partie-là. Donc ici, c'est pas à moi que vous vous adressez, c'est au public. Donc il faut que voilà, vous expliquiez pourquoi venir vous voir vous, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que le public va faire aussi. Je sais qu'on a parfois des personnes qui mettent un peu des descriptions un peu vagues, disant voilà, je suis telle personne, je fais ça, mon savoir-faire c'est ça. Bon, c'est très bien, mais il n'y a pas forcément une phrase qui dit si vous venez me voir, on pourra discuter, ou je vous ferai faire ça, enfin, qui explique un peu concrètement ce que vous proposez. Et je pense que c'est important de le garder en tête parce que même si ce que vous proposez, c'est juste, entre guillemets, de venir à l'atelier, de vous rencontrer, de discuter, que vous montriez votre savoir-faire, je pense que c'est bien de l'écrire noir sur blanc pour que le visiteur sache tout de suite se projeter en voyant ce que vous proposez. Voilà, ça clarifie aussi ce qu'on va pouvoir faire ou pas en allant à la visite.
Et je pense que ça permet aussi aux gens de se déplacer plus facilement. Donc, on commence par mettre un titre. Bon, moi, je vais faire un événement test, donc je le supprimerai ultérieurement. Événement test. Ici, donc, vous expliquez ce que vous proposez. On a mis 500 caractères comme minimum. Ça a été plus élevé par le passé. Euh, 500 caractères, c'est pas énorme, hein, c'est un petit paragraphe. J'aurais peut-être pu copier quelque chose. Je vais pas le noter, mais admettons. Hop, je vais copier la définition du Losier. Vous voyez, là, on est déjà à 414. Donc, en fait, si vous faites 5 phrases, ça peut suffire. Donc là, voilà. Je suis Lucille et je suis Lausière et blablabla. Je raconte ce que je veux. Je vous propose de venir me rencontrer et tester la matière. Je dis n'importe quoi, hein. Là, vous mettez bien ce que vous voulez. Le saut sera super. Hop, et voilà. En bas, vous avez le compteur de caractères. Donc là, je suis bien à 503. Vous pouvez mettre du gras ou pas avec le bouton B, donc le bold. Hop, si vous voulez, par exemple. On peut mettre des puces pour faire une liste. On peut transformer ces puces en chiffres. Et on peut mettre de l'italique aussi. Donc, si je sélectionne et que je clique sur le i, donc ça vous permet un peu voilà, de faire de la mise en page relativement simple, mais ça peut être utile hein, pour mettre à la fin, voilà, venez le dimanche à telle heure, sur réservation ou pas. Enfin voilà, vous pouvez vraiment raconter ce que vous voulez. Donc là, j'ai mes 500 caractères minimum, je suis bon. Euh, Est-ce que je propose quelque chose pour le jeune public? Donc, si oui, si je souhaite accueillir du jeune public et vraiment proposer quelque chose, parce que l'idée quand on coche cette case, c'est pas juste de dire oui, le jeune public peut venir avec les parents, c'est plutôt de dire je propose vraiment quelque chose de spécifique. Donc, on va vous demander un peu plus d'informations. Donc, par exemple, bon, l'osier, moi, c'est peut-être pas pour les tout petits, je vais plutôt cocher 12 ans et plus. Je vais proposer venez casser votre morceau d'ardoise en famille, euh, atelier d'1 heure, le dimanche de 10 h à 11 h. Comme ça, les parents savent se projeter, ils savent ce que vous proposez, c'est clair pour tout le monde. Et peut-être que vous aurez plus de monde à cette heure-là, par exemple, que ce que vous avez d'habitude. Là, il y a un compteur de caractères, mais il n'y a pas de minimum requis, donc c'est voilà, c'est plus informatif. Ensuite, il faut mettre au moins une photo. Vous pouvez en mettre jusqu'à 4 si vous le souhaitez, elles apparaîtront sur la fiche, mais il en faut au moins une pour faire couverture en haut. Je vous recommande de mettre quelque chose qui soit de bonne qualité, mais pas trop, parce qu'il y a une limite de 5 mégaoctets quand même. Mais voilà, il ne faut pas non plus une photo hyper pixelisée, évidemment. Je pense que le mieux, c'est de mettre quelque chose soit qui rend compte de votre atelier, je veux dire, du décor, quoi, soit quelque chose où on voit votre travail, un objet ou de la matière. En tout cas, voilà, ce qui va donner le plus envie de venir. Euh, je trouve ça toujours mieux qu'un visuel, disons une image. Enfin, par exemple, c'est pas forcément la peine de remettre la fiche des GEMA. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui va vous distinguer des événements d'à côté. Donc, bon, là, moi, par exemple, dans mes affiches, j'ai pas grand-chose, mais je vais mettre n'importe quelle photo. Euh, Hop. Donc là, voilà, j'ai mis une photo. Euh, il faut mettre un petit crédit pour dire le photographe, si c'en est un qui vous a pris la photo. Si c'est une photo qui est à vous, que c'est votre crédit, vous remettez votre nom. Mais en fait, ça nous permet, parce que quand vous cochez, j'ai bien pris connaissance du règlement et que vous vous inscrivez, vous nous donnez le droit d'utiliser la photo que vous allez mettre ici, notamment pour les dossiers de presse, pour le bilan des GEMA ou pour les réseaux sociaux, pour la communication. Ça ne sera jamais utilisé à d'autres usages hein, que pendant les GEMA pour la promotion de l'événement. Mais voilà, sachez que vous nous donnez le droit, en participant, d'utiliser votre photo. Donc, si c'est une photo qu'un photographe vous a prêtée, mais dont vous n'avez pas vraiment les droits et que c'était juste pour une utilisation précise, vous engagez votre responsabilité quand même. Donc, ne nous mettez pas quelque chose qu'on ne pourrait pas utiliser parce que ce serait de votre responsabilité. Maintenant, voilà, très souvent,
on fait des contrats avec les photographes pour avoir le droit d'exploitation des photos tant que c'est pas un usage forcément commercial. Donc là, c'est pas le cas, hein, c'est pas une utilisation commerciale que nous on va faire. On va pas vendre un produit avec votre photo dessus. C'est vraiment juste dans le cadre des GEMA. Donc voilà, mettez-nous bien le nom du photographe, comme ça, nous, si jamais on utilise dans le dossier de presse ou dans le bilan ou sur les réseaux, on va mettre le nom de la personne tout simplement. Donc là, j'ai mis une photo, mais j'ai envie d'en mettre plus. J'ai envie qu'on voit peut-être quelque chose qui montre mon savoir-faire. Bon, peu importe, moi, je mets n'importe quoi, mais hop, je mets une deuxième photo. Hop, moi, je mets que les initiales. Et voilà, je peux en mettre jusqu'à 4. Si besoin, si je veux changer la photo qui est la première, qui va être la couverture de mon événement, je peux prendre ici, en tenant appuyé, je peux faire glisser au-dessus. Voilà, pour changer l'ordre. Et si finalement je change d'avis, une photo qui ne me plaît plus, je peux aussi la supprimer en cliquant sur retirer. Hop, voilà. Là-dessus, pas trop de problèmes normalement. Et là, donc une fois que j'ai ma photo, c'est bon, je peux passer à la suite. On arrive à la catégorie des mots-clés. Les mots-clés, c'est pour faciliter, en gros, quand les visiteurs vont taper des choses dans la barre de recherche pour trouver des événements autour d'eux. C'est un peu les mots qui vont sortir potentiellement. Donc, vous pouvez mettre des choses qui correspondent à votre événement. Je vous encourage à ne pas utiliser de hashtag comme écrit ici. Ça en propose toujours parce qu'il y a des gens qui en mettent et du coup, c'est les premiers résultats qui sortent. Mais vraiment, ne le faites pas parce que pour le coup, ça ne va pas marcher quand on fait la recherche sur la carte. Si un visiteur fait une recherche, il va taper moi, je cherche un céramiste. Il va pas taper hashtag céramiste. Donc, il faut mettre juste un mot. Et une fois que vous l'avez écrit, vous faites entrer et hop, ça l'enregistre. Donc là, moi, en l'occurrence, j'avais dit que j'étais peut-être une lausière. Donc, hop, voilà, vous voyez, ce terme n'a jamais encore été mis dans les mots-clés. Donc, hop, je fais entrer et ça l'ajoute. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre initiation. Il faut penser que c'est des mots plutôt en un seul tenant. Moi, j'ai tendance à dire, mais je vois qu'il y a des gens qui mettent des mots composés. Bon, voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez. L'idée, c'est que ça corresponde bien à votre programmation. Donc, si vous proposez une initiation, un atelier jeune public, vous pouvez écrire enfant, vous pouvez écrire démonstration, enfin voilà ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre 15, hein. S'il y en a deux, de toute façon, les mots que vous avez mis dans votre description vont aussi être référencés. Donc, c'est vraiment pour ajouter à ça. Mais si vous en mettez deux, c'est déjà très très bien. On arrive aux dates et horaires qui vont donc être affichées sur le site et qui vont permettre aux personnes de filtrer quand elles se baladent sur la programmation. On vous a bien remis ici les prérequis dont on parlait tout à l'heure. Donc là, moi, j'ai mis le profil professionnel. Donc par défaut, j'ai samedi, dimanche de 10 à 18 qui sont cochés. C'est ce que je vous disais, vous n'allez pas pouvoir, là, quand je clique, il ne se passe rien. Je ne peux pas décocher. Là où, par exemple, le vendredi, je peux cocher et décocher, vous voyez. Si vous avez besoin qu'on fasse une exception, si vous avez une bonne raison, si vous, par exemple, vous ouvrez votre atelier le samedi, mais vous êtes sur une manifestation collective le dimanche, ce genre de choses, si pour X raisons c'est pas possible, vous nous écrivez un mail et nous, du côté administrateur, on peut venir décocher. Mais voilà, l'idée c'est quand même de se dire, le public de manière générale se déplace le samedi et le dimanche. C'est notamment le dimanche qui a le plus de monde. On le sait, hein, chaque année on fait des enquêtes et c'est vraiment le dimanche que les gens se déplacent. Donc c'est dommage de ne pas ouvrir le dimanche. Maintenant, il vaut mieux nous dire, voilà, je ne peux pas le dimanche parce que pour X raisons, problème de santé, raison familiale, que sais-je, je ne pourrais pas ouvrir et nous, on vient décocher. Je préfère toujours, plutôt que de laisser cocher et de pas être à votre atelier, pas être à votre événement le dimanche alors que c'est écrit sur le site. Ça, pour le coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont se déplacer, qui vont venir vous voir et vous ne serez pas là. Et je trouve que c'est vraiment pas très sympa envers le public. Et du coup, ça donne pas une bonne image de la manifestation. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ou alors, si finalement, vraiment, last minute, vous ne pouvez plus, il y a aussi une possibilité pour nous d'annuler un événement, enfin d'écrire que c'est annulé. Donc, vous pouvez toujours nous écrire, même pendant les GEMA, même la semaine des GEMA. N'hésitez pas à nous écrire. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable. Moi, ça m'est déjà arrivé en me baladant pendant les GEMA d'aller à une programmation et de trouver porte close. C'est vraiment très désagréable. Donc voilà, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais donc, je peux quand même jouer sur l'amplitude horaire si je souhaite commencer plus tôt. Je peux dire quelle pause déjeuner je vais faire.
Je peux rajouter des jours si je souhaite faire toute la semaine parce que de toute façon, je vais être à mon atelier. Je peux mettre que j'y serai voilà, de 8h à 15h tel jour. Je peux renseigner de la façon que je veux. Pour ce qui est des manifestations, donc il y aura de la même manière le samedi et le dimanche de cocher sans horaire. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Et les établissements de formation, il n'y a rien de coché. Donc vous faites comme bon vous semble. Voilà. Ensuite, puisqu'on est dans les horaires et tout ce qui correspond un peu aux conditions d'accès, on vous demande si c'est une entrée libre, est-ce que c'est voilà, porte ouverte, c'est facile, les gens viennent comme ils veulent, ou est-ce que vous avez défini des créneaux et à ce moment-là, il faudra bien l'écrire dans la programmation, dans le texte. N'hésitez pas à écrire, voilà, moi je propose un rendez-vous par heure parce que mon atelier est petit, peut-être que je peux accueillir que 5 personnes d'un coup. Donc je vous propose de faire des groupes et puis par exemple vous mettez votre adresse mail pour que les gens vous écrivent en disant moi je réserve un créneau à telle heure. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez cocher la case sur rendez-vous. Sur la carte des GEMA, ça permettra pareil que le public puisse filtrer s'il préfère faire des choses sur rendez-vous ou en entrée libre. Pour vous, ça peut permettre de faciliter les flux de personnes. Pour le visiteur, ça peut permettre de s'organiser dans ses visites. Il n'y a pas d'obligation non plus, ça peut être entrée libre. Il y a des personnes qui préfèrent, autant des participants que des visiteurs. Ça peut aussi être de cocher les deux, parce que peut-être vous allez faire entrée libre tout le week-end. Mais comme je disais, moi par exemple, j'ai écrit que le dimanche matin, on fait un atelier réservé de 10h à 11h. Eh bien, peut-être que dans ce cas-là, j'étais où? Peut-être que vous cochez les deux et que à ce moment-là, je précise bien. Ici, je vais rajouter sur réservation, jauge de 5 enfants maximum, écrire à mon mail. Donc, de quoi, hop, voilà. Là, je suis très claire. Je pense que le public il va comprendre qu'il peut venir soit venir me rencontrer, visiter, discuter, soit faire l'atelier pour enfants, mais il faut réserver en amont. Et ça permet quand même de faciliter à la fois les flux, à la fois que voilà, le visiteur se projette. Ici, j'ai été très... J'ai pas vraiment écrit quelque chose hein, de concret, mais vous comprenez bien que le plus vous mettez de choses précises, si vous mettez jauge ouverte tout le week-end, venez quand vous voulez, juste un atelier. Enfin, vous voyez, on peut vraiment expliquer ce qu'on veut, hein. Voilà, on peut écrire vraiment la manière dont on veut faire l'événement euh, pour que le public comprenne bien. Et donc, j'en reviens à mon accueil du public. Dans mon cas fictif, pardon, fictif, je peux cocher les deux, mais si vous faites que rendez-vous sur tout le week-end ou que entrée libre, vous n'en cochez qu'un, libre à vous. Ensuite, est-ce que vous pouvez parler anglais pour la visite? Ça, c'est un filtre aussi qu'on aura sur la carte qui va permettre à des personnes anglophones de voir si elles peuvent venir vous voir ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas d'obligation non plus, hein, c'est juste un renseignement. Et ensuite, on vous demande l'adresse. Alors, ça peut paraître redondant parce qu'on vous l'a déjà demandé dans votre profil, mais il y a parfois une différence entre l'adresse de votre atelier que vous allez remplir dans votre profil et l'adresse à laquelle vous faites votre événement. Parce que parfois l'atelier est à la maison, par exemple, et ça va être du coup l'adresse où, si nous on avait besoin de vous écrire un courrier postal, par exemple, c'est là qu'on va vous écrire, mais c'est pas l'adresse où vous allez faire votre événement pendant les GEMA, et donc c'est pas là que le visiteur va se rendre. Donc ici, c'est vraiment cette adresse qu'il faut écrire, puisque c'est ce qui apparaîtra sur le site, et c'est ce qui d'ailleurs va taguer votre événement sur la carte avec le petit pin, la petite épingle qui apparaîtra sur la carte, elle va vraiment être à cette adresse-là que vous allez remplir dans l'événement. Donc moi, qu'est-ce que je vais mettre? Je fais mon événement au 14 rue du Mail, dans le 2e arrondissement de Paris. Et vous voyez, quand je tape le code postal, il y a la ville qui apparaît. Donc je clique dessus et ça se remplit automatiquement. Si vous avez des choses à ajouter, par exemple des indications en disant c'est tel parking ou la maison après la cour, ce genre de choses. Ne l'écrivez pas ici parce que là, on va vraiment avoir une adresse qui est géolocalisée, ce qui pourrait, du coup, si vous rajoutez une phrase qui n'est pas l'adresse concrètement, ça risque un peu de mettre le bins dans la géolocalisation. Dans ces cas-là,
allez l'écrire carrément dans la description ici. Vous pouvez mettre, voilà, il y a un parking gratuit à tel endroit. La maison, c'est après la cour à gauche. Euh, Ouvrir la porte vitrée, enfin voilà, ce genre d'indication, je vous encourage à le mettre plutôt dans la description. Mais l'adresse, il faut rester sur quelque chose de vraiment précis, quoi. Après, il y a deux lignes parce qu'évidemment, parfois, il va y avoir terre bis ou domaine de je ne sais quoi, enfin, ce genre d'adresse. Donc, pas de problème pour ça. Ici, vous sélectionnez votre région. Donc, moi, je suis en Île-de-France, à Paris, donc région département. Ensuite, on arrive vers le bas de la fiche. On me demande un lien web. Donc ici, ça va être pareil, tout ce qui va apparaître pour le visiteur sur votre fiche, pour qu'il puisse, par exemple, en amont, quand il voit votre programmation, peut-être il aura envie de se balader sur votre site, sur vos réseaux sociaux, pour voir un peu ce que vous faites, voir votre univers. Donc je sais que vous avez déjà mis votre site dans votre profil, mais pareil, c'est plus pour nous. Là où ici, ça va être vraiment site internet que le visiteur va avoir envie de consulter. Alors, il arrive encore parfois que certains d'entre vous n'aient pas de site. Dans ce cas-là, je vous encourage à mettre, parce qu'il faut mettre quelque chose, c'est un champ obligatoire, donc je vous encourage à mettre, ne serait-ce que, je sais pas si l'office de tourisme recense votre atelier à une page, ou la mairie, s'il y a un article en ligne quelque part sur vous. Au pire du pire, vous pouvez mettre le lien de la chambre de métier départementale, par exemple ou enfin voilà quelque chose qui vous concerne quand même, c'est mieux. C'est rare qu'il y ait vraiment aucune présence sur Internet en lien avec votre pratique. Mais sinon, vous pouvez mettre donc le site de votre donc moi par exemple, admettons, je mets le site, mon atelier, c'est le site de l'Institut. Hop, et puis vous pouvez en ajouter d'autres. Donc là, je clique sur ajouter, ça me rajoute un champ et euh, je retourne sur le site des GEMA. Hop. Voilà, je vais mettre mon compte Instagram. Donc je copie le lien, c'est quand même le mieux parce que parfois on a des personnes qui nous mettent le hâte, vous savez, qui mettent hâte comme ça, GEMA officiel. Sauf que ça va pas marcher parce que c'est pas un hyperlien. Donc ça renverra vers rien quand on cliquera dessus. Donc il faut pas mettre ça. Il faut vraiment mettre le, vous voyez, comme on a écrit en gris clair ici, le HTTPS avec l'adresse entière. Comme ça fera bien un hyperlien. Quand on sera sur la fiche, on pourra cliquer et aller voir votre réseau social. Comme ça, le visiteur pourra aller se balader. Et donc là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre Facebook, YouTube, si vous avez Twitter, un Etsy, une plateforme de vente en ligne, un Twitch, que sais-je. Voilà. Le premier est obligatoire, les autres non. Finalement, moi je décide que bon, en fait, j'ai pas d'autres sites, j'ai mis un champ en trop, je peux faire comme pour les photos, je peux cliquer sur retirer et hop, ça m'enlève le champ. Parce que sinon, si je le laisse, mais que je le laisse vide, quand j'enregistre ma candidature, le site va pas être content. Ensuite, on a un champ qui n'est pas obligatoire pour le coup, c'est l'email de l'événement. Parfois, il y a des personnes, il y a des porteurs de projets qui vont avoir un email dédié qui va s'appeler, je sais pas, Gemma quelque chose, ou alors juste un email qui est différent de celui que vous avez renseigné dans votre profil. Un peu comme l'adresse, en fait, ça peut être un email par rapport à votre email de pratique. Peut-être que vous avez un email plutôt pour gérer les réservations, par exemple. Donc, si vous voulez que les personnes s'inscrivent pour votre atelier, pour les visites, et ben, c'est très bien de mettre un email ici. Comme ça, ils auront vraiment le champ accessible et ça leur permet de vous contacter. De la même manière, on a mis téléphone de l'événement qui là est obligatoire pour qu'il y ait au moins un moyen de vous contacter pour le visiteur. Parce que bah, typiquement, moi, à la fois où je m'étais trouvée devant un atelier porte close qui en fait n'avait pas ouvert alors que selon le site, il devait être là, et bah, j'ai appelé la personne en disant bonjour, je suis devant, je comprends pas, c'est fermé. Bon, voilà, l'idée c'est de pouvoir contacter. Pareil, si les personnes sont perdues parce qu'ils n'ont pas trouvé votre adresse ou pour avoir un renseignement, savoir s'ils peuvent venir à telle heure, etc. Donc voilà, il faut mettre au minimum un téléphone. Le mail, c'est si vous voulez, parce qu'il n'y a pas forcément lieu d'être s'il n'y a pas de réservation à faire. Vous n'avez peut-être pas envie de mettre votre mail. Donc là-dessus, c'est un peu comme vous voulez. Voilà, je mets un numéro de téléphone. On arrive à un champ qui permet l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ça, en gros, l'idée, c'est de dire si vous êtes à l'aise pour accueillir des personnes qui auraient un handicap et de dire lesquelles. Alors, vous pouvez tout cocher si
vous êtes complètement partante pour accueillir tout le monde, ce qui est très chouette de votre part. Ici, on a une petite fiche si vous avez un doute sur ce que veut dire par exemple handicap psychique. Vous pouvez ouvrir cette fiche, c'est un petit PDF qu'on a fait en partenariat avec Souffleur de Sens, qui est une association dédiée aux visites de personnes en situation de handicap. Donc voilà, on a bien le récapitulatif de ce que représentent les pictogrammes, notamment, et de voilà, ce que veut dire par exemple un handicap psychique. C'est que quelques petites informations, quelques bons conseils, bonnes pratiques, mais ça permet déjà un peu de, voilà, de visualiser ce qu'on entend par ces cases. Et si ça vous intéresse, surtout si vous voulez en savoir plus et peut-être orienter aussi votre programmation pour ce public, parce que comme pour le jeune public, ça peut être chouette aussi de proposer des choses dédiées. Vous pouvez aller voir dans les webinaires qu'on a fait à l'automne. Il y en a un qu'on a fait pour l'accessibilité pluriverselle. Et donc, on a vraiment discuté avec des expertes sur ce sujet, à la fois pour des personnes qui ont des handicaps, mais aussi pour des personnes qui sont dans des zones peu accessibles ou des zones retirées, enfin qui sont loin des événements culturels, etc. Donc, vraiment pour des publics qui sont plus éloignés, notamment peut-être dans les ruralités ou dans des zones comment on dit, dans des zones prioritaires. Voilà, donc là, on peut aussi cocher aucune, hein, évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne savez pas comment faire, que c'est trop pour une première participation, il n'y a aucune obligation, aucun jugement non plus, c'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, ça permettra pour des visiteurs qui ont un handicap de venir filtrer la carte pour voir ce qui peut vraiment être accessible pour eux. Notamment si c'est un handicap moteur, qui a un fauteuil, tous les ateliers ne sont pas accessibles. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à cette programmation. Je vous invite vraiment à aller consulter le webinaire parce que c'était vraiment intéressant. Il y a des bons conseils pratico-pratiques de choses à avoir en tête. Donc, admettons, moi, je veux bien que les personnes viennent, j'accueille tout le monde, je coche toutes ces cases. La case autres participants invités, vous allez voir si vous la cochez, ça vous ouvre ici un champ qu'il va falloir compléter. Donc ça permet de rattacher des personnes à votre événement. Si je suis un professionnel dans mon atelier et que j'invite peut-être deux autres personnes, par exemple, deux autres professionnels, eh bien ici, je vais écrire que j'invite deux personnes et il va falloir que je les rattache, entre guillemets. Mais donc, c'est à la personne qui organise l'événement d'inscrire tout le monde. À l'inverse, si moi je suis invitée dans un autre atelier, je vais rien avoir besoin de faire, j'ai pas besoin de m'inscrire au GEMA en tant que tel, puisque c'est la personne qui m'invite qui va m'inscrire. On a fait ça pour simplifier les candidatures parce que sinon ça mettait un peu le bazar. Alors, je sais que du coup, ça veut dire que la personne qui inscrit doit peut-être inscrire 10 personnes si c'est un événement avec 10 personnes, mais ça permet de centraliser les informations et qu'il n'y ait qu'une seule personne référente. Donc voilà. Ici, vous mettez le nombre de professionnels et vous ajoutez un participant. Ça vous demande quelques informations de base sur cette personne pour que nous, on sache qui est dans chaque événement et qu'on puisse vérifier encore une fois que les personnes sont bien professionnelles des métiers d'art. Donc, je remplis. Voilà, je vais peut-être pas m'inviter moi-même, j'ai invité Maëlys. Voilà. Hop, Maëlys, je t'invite à mon événement. Alors, le mieux, c'est que les personnes soient au courant en amont, hein. On n'invite pas une personne sans qu'elle soit au courant. Mais voilà, je remplis ces informations avec le code SIRET 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres. Maëlys, tu seras dentelière au fuseau. On peut ajouter un autre élément ici aussi si la personne a deux savoir-faire, trois, plusieurs métiers, etc. Hop, je vais copier un site pour le site internet. Et il faut une photo donc, de l'activité de Maëlys. Je vais remettre une photo au hasard, avec comme tout à l'heure un crédit. Ici, on peut mettre qu'une seule photo pour les personnes invitées. On ne peut pas en mettre plus. Mais vous pouvez mettre soit une photo de... Des fois, il y a des photos du visage des personnes pour qu'on visualise un peu les professionnels. Sinon, une photo de l'œuvre ou de l'atelier. Enfin, encore une fois, c'est libre à vous. Et une adresse, donc qui est l'adresse de son atelier à elle, enfin son atelier, son adresse, pas de l'événement en l'occurrence aujourd'hui, mais de là où elle travaille d'habitude. Donc, 15 février.
Et j'attire votre attention que ici, sur le fait qu'ici, ça ne propose pas la ville en dessous parce qu'on est dans les personnes rattachées. Donc c'est un formulaire qui est un petit peu plus simple, mais donc je peux l'écrire manuellement. Voilà, ça c'est si jamais on avait besoin d'envoyer un courrier. C'est pas l'adresse, elle n'est pas écrite sur le site, sur la cartographie, c'est pour nous, parce que comme ça renseigne les professionnels, on sait qui sont les personnes qui ont inscrit les fiches et aussi qui sont les personnes qui ont été invitées ou rattachées à des fiches. Donc voilà, pour nous, c'est des informations importantes à avoir, mais ça ne veut pas dire que le public va aller à cette adresse-là. L'adresse de l'événement, ça va vraiment bien rester celle qui est ici. Donc là, j'ai rempli toutes les informations. Il y a un petit truc qui est contre-intuitif, c'est que j'ai pas de bouton sauvegarder pour les participants. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de cliquer sur Ajouter un autre participant. Et comme ça, vous voyez, ça, disons, ça a enregistré les informations que je viens de noter auparavant. Si vous n'avez qu'une seule personne, vous pouvez ensuite cliquer sur les trois petits points et faire retirer pour enlever cette nouvelle catégorie parce qu'il n'y avait qu'une seule personne. Si vous avez d'autres personnes, vous pouvez les ajouter. Euh, on va faire un cas pratique où, par exemple, moi, je voudrais enregistrer un brouillon parce que j'ai pas toutes mes informations encore et que j'attends les informations de la deuxième personne que j'ai invitée. Maëlys m'a bien donné toutes ces infos, j'ai son code SIRET, j'ai son mail, donc c'est bon, j'ai rempli. Mais il me manque l'information de l'autre professionnel que j'invite. Donc, je voudrais enregistrer un brouillon. Vous allez voir que si je sauvegarde ici mon brouillon, ça va pas vouloir le prendre parce que j'ai rempli deux professionnels, mais je n'en ai rempli qu'une. Donc, si je fais sauvegarder brouillon, voilà, ça me dit le nombre de participants saisis n'est pas le même que le nombre de participants déclarés. Donc, ce que je vous enjoins à faire dans ce cas-là, c'est de revenir ici et de mettre que vous n'invitez qu'une seule personne et d'enregistrer votre brouillon. Parce que là, on a bien un et un, ça correspond. Donc, le brouillon pourra être enregistré. Et ensuite, vous pourrez revenir par la suite et monter le nombre ici avant d'ajouter les informations. Donc ça, c'est pas un problème, mais voilà, c'est bon à avoir en tête parce que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne prend pas le brouillon. Mais donc voilà, là, si j'enregistre, ça va me le prendre. Et avant d'enregistrer pour vous montrer, je voulais juste mentionner cette petite ligne ici. Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas payer par carte bleue parce que c'est les administrations publiques qui vont avoir besoin de passer par un site qui s'appelle Chorus Pro, qui est fait pour faire des factures dans le public. Donc, c'est vraiment quelque chose de technique. Vous, si vous êtes un professionnel, enfin, tout ce qui est standard privé, disons, enfin, standard, c'est pas le terme, mais voilà, vous me comprenez, vous pouvez ignorer cette partie-là. Parce que pour les personnes qui sont dans le public, on a des champs ici parce que nous, on va devoir aller saisir ces informations sur le site qui s'appelle Chorus Pro, mais ça ne concerne que certains participants qui, voilà, qui sauront qui ils sont, qui sauront comment ça fonctionne. Mais vous pouvez ignorer ces choses-là et soit sauvegarder votre brouillon si vous avez besoin d'apporter des choses plus tard en complément, soit terminer votre candidature. Pour l'exercice, je vais vous montrer si je sauvegarde un brouillon. Hop, voilà. Là, je vois bien, je suis revenue sur l'accueil, sur l'onglet Mes événements ici. J'ai bien ma petite photo avec le nom de l'événement qui est au statut de modération brouillon. Je n'ai pas encore fait le paiement. Et je peux le modifier parce que c'est un brouillon. Donc, si je clique sur modifier, admettons, on est 3 semaines plus tard, j'ai mes informations que je voulais apporter. Enfin, 3 semaines, je m'emballe peut-être parce qu'on est le 13 janvier, donc bon, attendez pas 3 semaines vu que les inscriptions se terminent le 31 janvier. Mais bon, voilà, on se comprend. Là, je peux ajouter ce que je veux. Hop, blablabla, je mets ce que je veux. Peut-être que je remplis une autre personne si maintenant j'ai les informations. Et puis, voilà, j'ai mis toutes mes informations. Je peux terminer ma candidature pour la soumettre à la validation. Je peux aussi la supprimer si jamais j'ai changé d'avis et que je veux plus participer, que je veux supprimer mon brouillon. Mais voilà, disons que j'ai terminé. Moi, je veux bien maintenant qu'elle passe en ligne et qu'elle soit examinée. Donc, je clique sur terminer et je ne pourrai plus la modifier jusqu'à temps qu'elle soit validée. Donc, d'ailleurs, ça n'a pas marché, c'est toujours le statut de brouillon. Je redescends. Voilà.
Donc là, je vois que mon statut a changé, je ne suis plus en brouillon, je suis en attente d'acceptation. Ça veut dire que nous, à l'Institut, et moi en l'occurrence, je vais venir modérer les fiches, je vais les regarder, vérifier que tout se passe bien, que c'est bien des professionnels des métiers d'art, et je vais venir valider les fiches, ou alors vous écrire s'il manque une information, ou alors refuser si vraiment vous débarquez, vous n'avez rien compris à la choucroute, et vous me parlez de métiers qui ne sont pas dans la liste des métiers d'art. Voilà, si vous êtes, je dis n'importe quoi, si vous êtes fleuriste, bon, bah, ça ne rentre pas dans les métiers d'art, je suis navrée. Donc vous ne pouvez pas participer au GEMA. Mais donc vous êtes en attente d'acceptation, vous ne pouvez plus modifier votre fiche le temps que moi je la valide. Et par contre, une fois que je l'aurai validée, vous allez recevoir des mails automatiques qui vous diront bien où ça en est, le statut d'inscription. Une fois que je l'aurai validé, vous pourrez apporter des modifications. Si jamais vous avez finalement un changement, je ne sais pas, peut-être qu'en mars, vous allez penser à rajouter quelque chose, ou il y a une personne qui va décommander ou s'ajouter au programme, vous pourrez ajouter un peu des petites modifications sans problème, sans que ça repasse la fiche en validation. Donc, c'est plutôt pratique de pouvoir modifier des choses. Par exemple, peut-être que vous voudrez modifier votre photo quand vous verrez la candidature en ligne quand la carte sera publiée sur le site. Peut-être qu'en fait, en voyant le rendu, vous vous direz, ah mince, la photo est pixelisée, je vais aller en mettre une autre. Voilà, dans ce cas-là, vous pouvez vous reconnecter à les modifier. Mais pour le moment, je suis en attente d'acceptation et surtout, mon statut est non payé. Vous verrez, comme je l'ai bien écrit partout sur le site et dans le règlement, qu'on prendra en compte les inscriptions qu'une fois qu'elles ont effectué leur paiement pour les frais de candidature. Donc, dans ce cas-là, pour l'instant, je viens de déposer ma candidature. Donc, dans la foulée, je n'attends pas, comme ça, c'est fait et je n'oublie pas. Je clique sur payer ici. Ça m'emmène sur le récapitulatif de ma fiche. Donc, ça me permet de vérifier voilà, que tout est bien comme je veux. Et ça rappelle les tarifs, si vous aviez encore des questions. Et donc, je clique sur payer par carte. Ici, alors là, moi, j'ai déjà rempli quelque chose pour quand on faisait des tests, mais vous pouvez remplir votre adresse pour avoir l'adresse sur la facturation. Voilà, je peux peut-être remplir une nouvelle adresse, vous voyez, avec votre société, etc. Si vous faites plusieurs événements, notamment, ça peut être pratique si vous avez plusieurs facturations différentes, s'il y a un événement à un endroit seul et puis un événement partagé. Donc, admettons, moi, je garde cette adresse de facturation. Je vois bien que j'ai une inscription, voilà. Hop, je continue vers le récapitulatif de commande et je fais payer et terminer. Et bon, là, je ne vais pas le faire parce que c'est un événement test, mais voilà, c'est somme toute une page de paiement assez classique qui va revenir sur le site une fois que ce sera bien fait. Je reviens en arrière pour ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Pour information, parfois j'ai la question parce que peut-être que si là je reviens sur mon compte, enfin je me balade un peu, je fais différentes manipulations, peut-être je vais vouloir recliquer sur payer et moi ça ne l'a pas fait, mais parfois ça va s'afficher ici, il y aura deux éléments par exemple alors que j'ai un seul événement. Ça c'est quelque chose qui peut arriver. C'est un petit couac ou c'est parce que vous avez cliqué plusieurs fois dessus. Donc, rien de bien grave. Ici, quand vous cliquez sur un élément, ça va dérouler votre panier. Et si vous voyez qu'il y a plusieurs fois l'événement, alors que vous, bah, vous ne l'avez fait qu'une fois, enfin, vous ne voulez payer les frais qu'une fois, ce qui est normal, vous allez sur le panier et là, vous voyez que vous pouvez jouer sur la quantité ou faire retirer, par exemple, s'il y a plusieurs lignes, vous pouvez aller retirer pour vider votre panier. Et ensuite, vous revenez sur votre compte. Et voilà, enfin, s'il y a zéro, vous pouvez recliquer sur payer, refaire la démarche, etc. Euh, Qu'est-ce que j'ai peut-être oublié d'autre? Ben, on peut créer un deuxième événement, un troisième, enfin autant que vous voulez d'ailleurs. Une fois que j'aurai payé ici, vous n'aurez plus le bouton payer et là vous aurez bien paiement effectué décrit. Donc, vous verrez, ça permet de savoir où on en est. En gros, tant que vous voyez le bouton payer, c'est que vous n'avez pas fait la démarche et que moi, je ne vais pas pouvoir prendre en compte votre candidature. Ensuite, dans commande, bah ça c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Mais si vous aviez participé l'année dernière, vous allez avoir vos commandes de l'année dernière et peut-être celle de cette année une fois qu'elle sera payée. Et de la même manière, vous allez avoir vos factures. Hop, donc moi j'ai fait un certain nombre de tests. Euh, voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai sûrement oublié des choses, mais je ne doute pas que vos questions vont y répondre. Dernière chose, donc si au-delà de la carte bleue et de Chorus Pro, vous avez besoin d'une facture, on peut le faire aussi.
un peu à la marge parce que ma collègue qui s'occupe des facturations a beaucoup de choses à faire, enfin beaucoup de factures à traiter. Donc, on ne met pas ça comme premier mode de paiement. Le plus simple, c'est vraiment de faire par carte pour que ce soit effectif immédiatement, que moi je puisse prendre en compte votre candidature. Mais voilà, si vraiment vous n'avez pas de carte bleue et que c'est forcément par virement, écrivez-nous un mail. De toute façon, s'il y a quelques questions que ce soit, écrivez-nous un mail. On va répondre, on va revenir vers vous. Qu'est-ce que j'oublie peut-être? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu veux que je lise les questions, Lucille, que j'ai enregistrées pour la fin Ouais, je veux bien. de la présentation? Merci. Alors, Information, quand vous cliquez sur le titre, vous pouvez voir le récapitulatif de votre événement avec tout ce que vous avez noté, si vous aviez un doute. ok. Et pour information, moi, je vais commencer à valider les fiches. Là, j'ai pas encore commencé. Je vais commencer à modérer les fiches courant janvier jusqu'à la fin du mois de février. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de délai, c'est parce qu'il y a beaucoup de fiches à travers la France. Et par ailleurs, si jamais je valide votre fiche, par exemple, demain, elle sera pas en ligne sur la carte des GEMA, parce que ici, quand vous cliquez sur programme, on n'a pas encore mis la carte. On attend la mi-février pour la mettre en ligne. Donc, votre fiche sera validée, mais pas encore visible, c'est normal. En fait, on fait ça pour avoir le temps de communiquer et de faire un peu un effet d'annonce pour que voilà, la presse, les journalistes, il y a un peu un top départ pour aller voir la programmation. Ce qui permet d'avoir une carte où il y a déjà plein d'événements plutôt que d'avoir une carte où il y a deux pauvres points pendant le mois de janvier. Voilà. Vas-y, Maïlis, pardon. Pour une structure patrimoniale culturelle, est-il possible de mettre en ligne plusieurs événements, expositions, ateliers jeunes publics, adultes et visites? Oui, tout à fait. En fait, chaque événement va avoir un point sur la carte. Donc, si c'est tout au même endroit, je vous encourage plutôt à faire une seule fiche et à bien expliquer dans la description ce que vous proposez. Parce que sinon, enfin, après, vous pouvez aussi faire plusieurs points, mais du coup, dites-vous que chaque point va avoir son paiement qui va avec. Donc, si c'est, disons, un seul musée, enfin, une seule structure patrimoniale qui propose une programmation complète avec des choses variées, moi, je dirais plutôt d'expliquer dans la description en faisant une liste à puces ou en faisant voilà, des catégories différentes. Ce qui permettra d'avoir un seul point sur la carte et d'être plutôt clair. Après, si c'est différents lieux, du coup, chaque épingle va correspondre à un événement ici. Donc le mieux, c'est d'en faire plusieurs. Si vous faites par exemple un circuit, de faire un point sur le lieu patrimonial, un lien sur un atelier qui est ouvert dans la ville un peu plus loin, etc. Ensuite, j'ai plusieurs questions, donc je regroupe la thématique sur les événements collectifs. Mhm. Est-ce que c'est juste le porteur de projet qui inscrit les profils ou est-ce que chaque pro doit créer son propre profil? Et est-ce qu'il est possible de commencer à créer l'événement sans avoir les informations de tout le monde et venir les rajouter plus tard? Oui, alors du coup, effectivement, si c'est un événement collectif, c'est la personne qui inscrit l'événement, donc qui va être le porteur de projet, disons, qui va inscrire la fiche et inscrire tout le monde. C'est lui qui va rattacher tout le monde à son événement. Donc les autres personnes ne vont pas venir créer un profil. Elles n'ont pas besoin de créer de compte sur le site d'Egema. On a fait ça pour que ce soit plus simple. Parce que sinon, il y a eu des années où enfin, on avait fait le fonctionnement inverse et en fait, c'était un peu le bazar et il y avait des pros qui étaient inscrits quelque part, qui s'inscrivaient, ou alors à l'inverse, ils n'étaient pas invités, mais ils s'inscrivaient pour rejoindre des événements. Enfin, c'est un peu le bazar. Donc maintenant, c'est vraiment le porteur de projet qui fait la fiche événement et qui inscrit les gens. Voilà, c'est plus simple. Et effectivement, comme je le disais, si vous n'avez pas encore les informations de tout le monde, eh bien, vous faites un brouillon et vous mettez que les éléments que vous avez pour l'instant. Et si vous savez que vous n'aurez pas les informations avant le 31 janvier, eh bien, vous pouvez déposer la fiche pour l'instant telle qu'elle, peut-être en nous mettant un petit mot en disant que voilà, vous aurez les événements, les quelques derniers participants plus tard et que voilà, vous viendrez modifier plus tard. Le mieux, c'est d'avoir le plus exhaustif possible pour que nous, on puisse avoir un regard concrètement sur votre événement. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui doit vous donner ces informations en février, eh bien, vous viendrez rajouter quand la fiche sera validée. Peut-on avoir plusieurs adresses, par exemple le week-end, on est à un salon d'art? Mhm. Eh bien, dans ce cas-là, oui, pas de problème. Comme je le disais,
ça veut dire que vous allez être rattaché sur le salon. Donc, vous n'avez pas besoin de faire l'événement, vous, en plus de l'événement du salon. Mais du coup, vous pouvez peut-être écrire dans la description que vous ouvrez vos portes toute la semaine, mais que le week-end, qu'on peut vous retrouver sur le salon à tel endroit. Ça va impliquer aussi qu'il faudra venir décocher les cases du samedi-dimanche sur votre fiche. Donc, dans ce cas-là, écrivez-nous bien un mail en nous expliquant où vous serez et que voilà, nous, on vient décocher samedi-dimanche. Mais du coup, sur la fiche, concrètement, vous ne pouvez pas mettre plusieurs adresses. Là, quand je fais créer un événement, si je redescends au niveau du champ adresse qui est ici, je ne peux pas en ajouter une autre. Ça va vraiment être une seule parce que c'est ce qui va permettre la géolocalisation de la fiche événement sur la carte des GEMA. Donc, je ne peux pas mettre plusieurs points pour une seule fiche. En revanche, si vous êtes à plusieurs endroits, expliquez-le bien en toutes lettres dans la description et ça permet voilà, de faire quelque chose de clair. Ensuite, il y a une question qui devait être à un moment où tu parlais de quelque chose en contexte. Quand faut-il faire les démarches auprès des institutions officielles? Hmm. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui En nous a écrit ça peut spécifier un peu plus son, sa question? en Parce qu'en attendant, soi, je peux passer à la question vas-y. suivante. En tant que collectivité locale, peut-on fédérer plusieurs artisans de notre territoire et prendre en charge financièrement leur participation? Événements multisites. Carrément, c'est très chouette de votre part même. Dans ce cas-là, alors qu'est-ce qui est le plus simple à faire? Je pense que le plus simple, si chacun fait son événement chez soi, ça reste quand même que chacun s'inscrive, que tous les professionnels de votre territoire, par exemple, fassent leur fiche en expliquant bien qu'ils sont un pro, comme ça ils remplissent leur profil avec les informations. Et puis du coup, si c'est des lieux différents, ça permet d'avoir tous les points. Par contre, vous leur dites bien de ne pas aller jusqu'au paiement et de rester là, par exemple, comme je suis à l'écran, avec leur événement qui est en attente d'acceptation non payé. Et à nous, vous nous faites un mail, vous en tant que collectivité ou structure, en tout cas qui va réunir tout ce monde-là. Vous nous faites un mail et comme ça, ma collègue qui fait les facturations pourra vous faire une facture en nous listant bien, si vous nous listez que c'est un tel à tel endroit. Enfin voilà, vous nous faites toute la liste des pros que ça va concerner. Et comme ça, on vous fera une facture pour tous les montants de frais d'inscription. Et du coup, moi, manuellement, derrière, j'irai mettre que le paiement a été effectué. Je viendrai valider les fiches quand même. Mais on peut faire comme ça, effectivement, sans aucun problème. Je sais que c'est le cas pour des réseaux associatifs, par exemple, l'outil en main France prend en charge des participations de tous les outils en main sur le territoire. Enfin voilà, il y a des choses qui s'organisent comme ça. Dans ces cas-là, pas de souci. Juste nous, on vient compter, en fait, toutes les personnes que vous allez nous signaler et on vient faire une seule facture à la tête de réseau. Donc, aucun problème. Après, si vous voulez organiser, vous, un seul circuit. Vous pouvez aussi faire une seule fiche expliquant bien qui est où. Mais c'est vrai que du coup, ça va faire un seul point sur la carte. Donc, c'est pas forcément. Enfin, ça marche si c'est un circuit vraiment en visite guidée, quoi. Si vous êtes un office du tourisme et que vous mettez une personne qui va faire le tour du village en montrant différents lieux, là, ça fonctionne. Mais si c'est vraiment à l'échelle d'un territoire et que c'est différents événements, je trouve que c'est mieux de faire plusieurs fiches pour que sur la carte, le visiteur voit bien les différents points. Ce sera bien mieux renseigné comme ça. Merci Lucie. Pour la question sur démarcher les institutions officielles, Mhm. Isabelle nous répond qu'elle pensait aux mairies, office du tourisme. Donc je ne sais pas si c'est un sujet concernant Peut-être pour la la com. communication ou les événements collectifs. D'accord. Ça doit être la Dans un cas com. comme dans l'autre, globalement, j'ai pas tellement de conseils, à part des conseils un peu de base, hein, mais effectivement, contacter les personnes du service culturel, l'office du tourisme, voilà, expliquer s'ils ne connaissent pas les GEMA en quelques mots ce que sont les GEMA, que vous y participez. Vous pouvez demander s'ils sont d'accord pour mettre un peu de communication, par exemple, s'il y a un espace d'affichage dans la ville. Alors ça dépend aussi toujours beaucoup de la taille de l'agglomération. Si on est sur une très grosse métropole ou si on est sur un village, forcément, c'est pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Mais le plus simple, c'est de les contacter, voilà, d'expliquer un peu ce que c'est votre projet, de demander un soutien en communication, voir ce qu'ils vous disent. Tous ne vont pas pouvoir faire ça, mais certains vont faire le relais. Ça dépend vraiment après même enfin, des politiques aussi. Malheureusement, parfois, il y a des personnes qui sont très impliquées auprès des métiers d'art et d'autres pas du tout, selon les communes. Des fois, c'est plus simple d'aller voir les commerçants pour demander si on peut mettre une affiche dans la vitrine. C'est plus simple ça que la mairie parce que la mairie se préoccupe pas des métiers d'art. Enfin, malheureusement, là-dessus, on n'est pas toujours égaux en termes de territoire.
Mais voilà, je dirais que c'est un peu des choses de base comme ça, en écrivant un mail, en appelant, si vous avez un contact qui travaille à la mairie, ce genre de choses. Faut-il payer avant le 31 janvier? Alors, il n'y a pas, effectivement, vous pouvez commencer à déposer votre candidature avant le 31 janvier et payer par exemple en février, il n'y a pas de problème. Néanmoins, il n'y a pas une... Disons qu'il va falloir payer quand même pour que moi je valide votre inscription et comme les validations en gros vont jusqu'à la fin du mois de février, disons que c'est bien si vous pouvez payer avant la fin du mois de février. Sinon, je vais vous faire des relances. Et du coup, ben, voilà, ça peut pas être par exemple pendant les GEMA, ce serait trop tardif pour que moi je prenne en compte votre inscription. La seule différence, c'est si c'est par facturation et pas par carte bleue, notamment pour Chorus Pro. Forcément, il y a toujours un délai parce que le temps qu'on fasse le devis, qu'on le signe, qu'on fasse la facturation. Dans ces cas-là, une fois que le processus est lancé et que le devis est signé, là, moi, je peux valider la fiche sans problème parce qu'il y a un engagement. Donc ça, c'est voilà, c'est un temps qui est plus long et c'est pour ça aussi qu'on vous encourage à payer par carte bleue parce que ça permet que ce soit immédiat et que voilà, c'est fait, c'est simple pour vous et c'est simple pour nous aussi en termes de suivi parce que vous imaginez bien que quand on a 5000 événements sur toute la France, voilà, il y a un certain nombre d'informations à traiter. Donc nous, ça nous simplifie aussi la donne. Donc vous pouvez payer jusqu'à fin février. À partir de là, vous commencerez à recevoir des rappels et puis vous risquez aussi que je finisse par jamais regarder votre fiche si vous payez en avril. Ce sera tardif, quoi. Quand peut-on avoir le kit de communication pour relayer les GEMA sur nos différents supports? Alors, le kit de communication, on attend encore un petit peu pour avoir les posters notamment, parce que j'attends encore la réponse de partenariats médias nationaux qui sont sur la bande de logo. Enfin, c'est un peu des considérations pratico-pratiques, mais bref, on attend encore un petit peu. Normalement, bientôt. Dès qu'on l'aura, on fera une newsletter à tout le monde. Il est possible que je commence à valider, vous savez, d'habitude, enfin, comme toujours, le lien vers le kit de communication est dans le mail. Quand je valide votre événement, vous recevez un mail automatique et dans ce mail, on vous met bien le lien vers le kit de communication pour que vous puissiez récupérer les documents, les supports, les visuels. Donc pour l'instant, j'ai toute la partie pour le web, donc tout ce qui va être visuel pour les réseaux sociaux, pour le site internet, pour mettre une signature de mail par exemple. Mais j'ai pas encore les supports imprimables, donc tout ce qui va être poster, affiches, affiches de différentes tailles, etc. Et donc, si jamais je valide votre fiche et qu'il n'y a que la première partie du kit, on renverra bien une newsletter avec tout dès que possible, normalement courant janvier. Mais voilà, j'ai pas de date précise à vous fournir. Il y a une personne qui pose une question sur des retours d'expérience sur les ateliers ouverts sur réservation et qui demande si ça fonctionne bien. Est-ce que les gens font la démarche de réserver? Est-ce que la fréquentation est bonne? Alors, ben, hey, ça va dépendre, j'imagine, d'une personne à l'autre, mais de manière générale, moi, je trouve que c'est une bonne pratique, notamment pour des personnes qui ont déjà participé et qui savent peut-être que, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être que le samedi de 11 à 12, c'est un peu un temps creux, bah, ça peut être une bonne pratique de se dire, OK, ben, à ce moment-là, je vais faire un atelier sur réservation. Comme ça, même si j'ai que 5 personnes, je sais que je book 5 personnes, qu'on fait un petit atelier d'initiation, par exemple, et ça va occuper ce temps qui est creux d'habitude pour que l'après-midi, ce soit plus des visites libres. Maintenant, j'ai un peu l'impression qu'il faudrait demander à des participants et que ça va dépendre forcément des réponses parce qu'il y a peut-être des gens qui ont proposé, qui ont été déçus, qui ont eu personne, mais d'autres pour qui ça a très bien fonctionné. C'est un peu la loterie après, hein. C'est vrai que voilà, quand on propose un événement au public, il y a toujours le risque que on ait moins de public que ce qu'on aurait souhaité. Ou à l'inverse, parfois il y a même tellement de public qu'on ne sait plus où donner de la tête. Bon, ça peut changer d'une année sur l'autre. Je pense quand même que c'est une bonne manière de faire venir des personnes. Après, je recommanderais de pas forcément faire tout le week-end sur réservation. Euh, Parce que parfois, ça peut aussi décourager les gens. Admettons, moi, je suis un visiteur et le samedi matin des GEMA, je me dis, ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a près de chez moi? Qu'est-ce que je pourrais aller faire? Si je vois que c'est sur réservation, peut-être que je vais me dire, ah mince, bah, c'est trop tard, enfin, sûrement que c'est déjà complet et que voilà, du coup, j'essaye même pas. Donc, parfois, c'est bien aussi de pas décourager. Mais bon, après, honnêtement, un peu libre à vous. Il y a un peu de toutes les pratiques sur le fonctionnement des GEMA. Mais ce serait intéressant d'entendre d'autres personnes pour vous répondre, mais c'est vrai que le format n'est pas...
n'est pas idéal pour ça. S'il y a des personnes dans le chat qui veulent mettre des retours d'expérience, n'hésitez pas. Ensuite, on a Pauline qui demande s'il existe un répertoire ou trouver des lieux de manifestation collective où on pourrait s'inscrire, ou j'imagine la question plus globale, comment trouver des événements collectifs. Eh bien, pas vraiment. En fait, souvent, les événements s'organisent au niveau local et peut-être parfois font des appels aussi à candidature, que ce soit sur leurs réseaux sociaux ou ouais, sur leur site internet. Donc, moi, j'ai pas tellement un répertoire d'événements en amont. Euh, Selon les endroits, si vous nous écrivez, alors peut-être pas à moi directement, mais aux coordinations régionales, en général, elles savent un peu plus ce qui peut se passer sur le territoire et peut-être elles pourront vous mettre en relation avec des choses près de chez vous. C'est pas toujours le cas parce que parfois il y a rien près de chez vous ou alors ils ont déjà leur association qui est formée. Mais n'hésitez pas à écrire à votre coordinateur ou coordinatrice régionale. Alors, ensuite, il y a pas mal de questions au sujet de Chorus Pro et des mandats Mhm. administratifs. Et donc, D'accord? mais je pense que tu as déjà répondu à la question, c'était est-ce que la candidature peut être prise en compte avant le 31 janvier? Ah non. Est-ce que la candidature peut être prise en compte avant le 31 janvier si elle n'est pas encore réglée dans le cas d'un mandat Oui. administratif? Voilà. Dans le cas de Chorus Pro, effectivement, donc ma collègue qui s'occupe de la partie financière à l'Institut va venir récupérer les informations que vous aurez saisies pour Chorus Pro. Elle va s'occuper de faire le dépôt de devis, etc. Et dès que vous avez en gros validé le devis, moi je vais considérer que le lancement est payé. Enfin voilà, c'est lancé. Donc après, je vais pouvoir venir modérer votre fiche. On a eu le cas par exemple cette année enfin, d'événements qui ont payé après les GEMA parce que c'était par Chorus Pro et donc on sait que voilà, une fois que c'est lancé et que pour le public il y a des temps plus longs, donc pas de problème. Ok, je continue la modération des questions. Il y a une très longue question sur la communication, donc Mhm. je pense on va vous répondre par écrit parce que c'est une question en un, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Mais on reste en contact par écrit, on vous répondra. Euh, Ensuite, j'ai une question pour une commune qui souhaite proposer un circuit de visite dans des ateliers d'artisans dans la ville. Peut-on détailler dans la description tous les ateliers ce qui sera proposé, jours, horaires et modalités de visite seront différents en fonction des ateliers. Comment faire pour les faire apparaître? Les artisans associations doivent-ils s'inscrire individuellement ou notre inscription comme manifestation collective suffit-elle? Euh, c'est vrai que pour la question des circuits, c'est toujours un peu le sujet. Est-ce qu'on fait une seule fiche ou plusieurs? Je dirais que ça dépend du nombre de personnes ou de lieux impliqués. S'il y en a peu, une seule fiche, ça peut être compréhensible. Maintenant, s'il commence à y avoir une quinzaine de lieux différents, d'activités, j'ai peur que la description soit très longue et que ça parte un peu dans tous les sens, que le public ne comprenne pas trop. Donc, je serais plutôt d'avis de faire plusieurs fiches dans ce cas-là. Après, voilà, c'est un peu libre à vous de voir ce qui sera le plus clair pour le public. J'ai pas trop de... Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, quoi. Les deux sont possibles, mais c'est plus une question de clarté. Je regarde la question sur la communication, que je vais quand même te lire si on peut répondre à des Mhm, éléments, et moi aussi. mhm. Les remontées chiffrées bilan de l'édition en cours sont-ils personnalisés? Par qui sont à assurer les retombées Non. presse de l'événement? Nous ou GEMA régional? Avons-nous à fournir des données sur les visiteurs? Contact à fournir plutôt que de celui qui gère le projet au sein de l'entreprise ou au sein de l'entreprise? Oui. Qui contrôle la com? Les stories sur Instagram par exemple? Lors de la programmation, faut-il contacter sa coordination régionale? Est-ce obligatoire avant la candidature? Mazette. Alors, vous n'êtes pas obligé de contacter votre coordination régionale. C'est des personnes qui sont notre relais en territoire, qui sont très souvent dans les chambres de métiers de région ou au conseil régional pour ce qui est du Grand Est, par exemple. Il n'y a pas d'obligation, c'est des personnes relais, ressources qui vont être à votre écoute pour vos besoins. Maintenant, si vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de problème. Euh,
Qui contrôle la com? Ben, un peu tout le monde et personne à la fois, parce que forcément, nous, on regarde ce qui passe, on republie certaines choses autant que possible. Enfin, voilà, on a le nez dedans quand même pendant les GEMA. Maintenant, je vais pas vous cacher que s'il y a 5000 événements sur tout le territoire, on va pas pouvoir voir les 5000 stories, fois peut-être ils vont faire 4 stories par personne. Je vais pas pouvoir tout voir moi. Et on va pas On essaye. contrôler, on essaye. Pour vous répondre, il y a Lucille au GEMA et on est deux à la communication et la plupart du temps, on a des bénévoles qui viennent en renfort. Et c'est vrai que sur le week-end des GEMA, par exemple, notre téléphone vibre à peu près toutes les secondes et demie. Oui. Donc on essaye de tout regarder et de tout repartager autant que faire se peut, mais il est possible que ça passe à travers les mailles du filet. On fait vraiment on fait de notre mieux. Oui, et du coup, voilà, on ne contrôle pas dans ce sens-là. Au contraire, on va regarder, liker, commenter, repartager si on peut, Relayer. si on voit les choses, mais on ne va pas contrôler ce que vous faites. Après, vous vous engagez quand même à respecter la charte graphique de l'événement quand vous vous inscrivez. Il y a un règlement qui explique bien tout ça. Quand vous verrez le kit de communication, il y aura aussi la charte graphique qui explique ce que vous pouvez faire ou pas. Vous engagez quand même votre responsabilité. Comme je le disais au tout début du webinaire, les GEMA, c'est une marque déposée. Ça veut dire que, enfin voilà, vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec le nom ou les visuels ou les logos de l'événement. Donc maintenant, si vous respectez pas la charte graphique, vous engagez votre responsabilité et on pourrait vous attaquer si vous faites n'importe quoi sous le nom GEMA. Soyez-en conscients, quoi. Maintenant, on n'a jamais de cas délirants non plus, hein. Je vous cache pas qu'il n'y a pas trop de raisons. Mais voilà. Maintenant, vous faites un peu ce qui vous paraît bien aussi pour votre événement à vous, pour communiquer autour de vous. Je me rappelle plus tout à fait des autres questions de cette question. Les relations presse, Les nous, remontées on y chiffrées. travaille, on a une agence de relations presse. Il y a aussi les régions, les coordinations régionales qui travaillent à la presse. Les remontées de chiffrées, elles vont pas être personnalisées par événement parce que ben, c'est compliqué pour nous de savoir ce qui se passe sur chaque événement. En revanche, on vous enverra à la fin des GEMA un questionnaire pour que vous nous racontiez votre expérience. Et je vous encourage à y répondre autant que possible parce que pour nous, c'est hyper utile justement pour récupérer des infos qui vont nous permettre de faire le bilan national. Donc c'est plutôt dans l'autre sens en fait. C'est vous qui nous dites comment ça s'est passé, si vous avez vendu, si vous avez eu à peu près 20 pros, dont 5 jeunes. Et nous, ça nous permet de tirer des moyennes au niveau national. C'est hyper précieux. On fait aussi une enquête auprès des publics pendant les GEMA. Donc pareil, ça nous permet d'avoir des infos sur le nombre de visiteurs, le nombre de visites, le nombre de jeunes, s'ils sont satisfaits, etc. Donc ça, c'est assez précieux, mais derrière, enfin, moi, je pourrais pas vous donner une analyse personnalisée parce que c'est vous qui allez me donner vos infos, donc je vais pas vous renvoyer votre questionnaire, vous voyez. Voilà. Enfin, il y a une personne qui demande quand est-ce que seront disponibles les résultats des jurys de l'appel à projet coup de cœur. Oui, alors l'appel à projet coup de cœur, le jury s'est passé fin décembre, le 18 décembre. J'ai envoyé à tous les candidats les réponses, si c'était positif ou non. Donc tout le monde est au courant. En revanche, on n'annonce pas encore les résultats. On les annoncera mi-février quand la programmation sortira, ce qui permettra, comme je le disais tout à l'heure, de faire vraiment un focus et avoir un peu enfin, des retombées presse, de parler de l'événement et de voilà, donner un peu envie de voir la suite. Donc effectivement, ça sortira mi-février. Et à moins que vous ayez une nouvelle question qui vous viendrait à l'esprit, je pense que nous avons balayé à peu près le spectre de toutes vos interrogations de ce matin. Et après, Super. bien sûr, vous pourrez nous écrire et on sera ravis de vous répondre. Oui. Le Merci résultat pour Maëlys le... pour toute la lecture des questions. Je vous remets l'adresse contact si besoin. contact@journéedesmétiers-d'art.fr. Et pardon, je t'ai coupé la parole, tu disais quelque Non, chose. non, apparemment, il y a une nouvelle question dans la partie Q&R. Je regarde. Y a-t-il une souplesse accordée quant aux participants sélectionnés pour une manifestation collective qui ne figurerait pas sur la liste des métiers d'art? Exemple, invitation d'un artiste tatoueur qui reste un métier artistique. Hmm. Disons qu'il y a une souplesse, mais euh, comment dire? Je pense que le mieux, je comprends hein, que parfois, effectivement, vous élargissiez le spectre de l'événement.
autant que possible, ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir un discours clair pour que le visiteur comprenne ce qu'est un métier d'art. En fait, nous, ça, on travaille pour ça, hein, vraiment pour faire comprendre ce que sont les métiers d'art. Donc, c'est vrai que parfois, ça floute un peu si on fait des événements où il y a des artistes et des métiers d'art et des artisans, je sais pas, plombiers, par exemple. Enfin, ça peut un peu rendre le truc pas très clair pour les visiteurs. Donc, le mieux, c'est d'essayer d'éviter. Quand il y en a, le mieux, c'est d'essayer d'être très clair sur qui est métier d'art ou pas et de bien adapter le discours. Dans ce cas-là, peut-être que ne l'inscrivez pas dans les personnes rattachées, parce que ce ne sera pas un professionnel des métiers d'art, donc c'est pas la peine que moi je vienne vous dire qu'il faut l'enlever. En revanche, vous pouvez peut-être écrire dans la description qu'il y aura aussi la présence d'une personne pour faire des tatouages, par exemple. Mais voilà, en expliquant bien, c'est pas un professionnel des métiers d'art, mais dans le cadre de cet événement, on propose aussi ça. Maintenant, voilà, de manière générale, le mieux, c'est quand même d'essayer de rester le plus possible dans les métiers d'art. Je sais que c'est un peu contraignant, que parfois il y a des associations qui regroupent à la fois artisans d'art et artistes et que du coup, ça crée des frustrations. Mais nous, notre but, c'est vraiment de valoriser les professionnels des métiers d'art et il y a par ailleurs d'autres événements dans l'année qui sont faits pour les artistes. Donc, voilà, c'est toujours un peu... chacun prêche pour sa paroisse, malheureusement. C'est vrai qu'on est un peu obligé de mettre des cases et des étiquettes, mais on essaye aussi de défendre tous vos métiers. Donc, on essaye de clarifier le discours auprès du public. Voilà. Donc, je dirais que le plus important, c'est d'essayer d'être très clair. Et pour tout ce qui va être question sur l'appel à projet pour coup de cœur, n'hésitez pas à nous écrire, on vous répondra. Mm. Et si Oui, ça vous va, globalement. je pense qu'on peut s'arrêter là. Super. Merci pour les questions. Bah, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On mettra le replay en ligne dès cet après-midi et je vais corriger ma petite coquille sur la présentation aussi. Voilà. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous. On répond à tout le monde, parfois avec un peu de délai, je suis navrée, j'ai un peu des vagues de mails parfois qui sont difficiles à traiter en peu de temps, mais on fait au mieux. Et puis voilà, on reste disponible et vos coordinations régionales aussi. Merci d'avoir été là ce matin et puis je vous souhaite une bonne inscription et des bonnes GEMA. Merci beaucoup. Bonne journée! Bonne journée. Au revoir.